Chers auditeurs, chers amis, bonjour. Paul Verbeek à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Faits et Documents, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. J'ai la joie ce soir de recevoir Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, pour une émission consacrée à l'affaire Jean-Michel Trogneux, que l'on appellera Jean-Michel Trogneux, l'affaire et après, les suites. Pour démarrer, Xavier, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, vu de l'intérieur des coulisses de l'affaire, de ces derniers développements, avant qu'on n'aborde différentes suites possibles à lui donner? Les développements, aujourd'hui, sont connus, ils sont assez simples, c'est-à-dire que moi, j'avais lancé cette affaire en couvrant l'affaire Trogneux, c'est-à-dire les déboires de Natacha Ray par rapport à une thèse qu'elle avait, qui était que Brigitte était son frère, ce qui peut paraître assez baroque au début, et puis quand on y réfléchit, ça devient crédible, puis probable. Et donc, dans cette enquête, on avait surtout posé des questions au couple présidentiel. Et il se trouve que le couple présidentiel, bon an, mal an, a répondu. Alors, ils auraient pu répondre de façon très simple, puisqu'ils ont tous les canaux de communication, fait un bel article dans Paris Match avec le frère, la sœur, etc. Tout ça était absurde. Et en rigoler, et à la limite, nous, ça nous aurait presque... Moi, j'aurais mis un rectificatif, je m'en serais remis, mais ça aurait été assez, compliqué. Là, ils ont préféré faire 3 procès, nous faire des contrôles fiscaux, nous persécuter de différentes manières. Mais bon an, mal an, avec ces persécutions, bon an, mal an, ils avaient quand même répondu aux questions. C'est-à-dire que voilà. Donc moi, j'ai publié leurs réponses. J'avais posé des questions. Je publie leurs réponses. Et je dis, d'accord, tout est OK. Bon, maintenant, on va quand même analyser ces réponses avec l'intelligence artificielle, puisque c'est le grand sujet de l'année 2023, qui était effectivement cette intelligence artificielle chinoise utilisée dans le cadre ce qu'on appelle le crédit social. Donc c'est un sujet très gris-grisette. Donc en fait, je marie deux sujets et le résultat me dit, l'Élysée dit à peu près vrai, sauf sur un point qui est effectivement le point central du dossier, point sur lequel ils n'ont jamais été capables de poursuivre Natacha Ray. Donc ça, c'est simple. Je suis assez content, car on a enfin un arbre généalogique complet et cohérent de la famille Trogneux, qui nous est donné donc par cette machine qui est l'intelligence artificielle chinoise, donc le logiciel de reconnaissance faciale. Donc on a raison de rêver ou faut-il avoir peur de cette intelligence artificielle et disons du point de vue du citoyen lambda et du point de vue du gouvernement, peut-être pas les mêmes réactions. C'est-à-dire que c'est toujours aussi jouer avec les contradictions de l'époque. C'est surtout jouer avec les contradictions de l'époque. Je trouvais assez drôle, en fait, de livrer à la fois les réponses de l'Élysée, puis d'aborder la question de l'intelligence artificielle sous cet angle. Et effectivement, on se dirige vers un monde qui est dystopique, et autant jouer des failles de ces dispositifs pour pouvoir taquiner le pouvoir. À ta connaissance, c'est la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle pour ce type d'enquête, ou on a déjà des faits qui ont été révélés grâce à elle Ah bah oui, bien sûr, il y a des choses très très performantes. Il y a eu En fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, l'an dernier, il y a eu un fait divers d'un pizzaiolo qui a été arrêté à Saint-Étienne. Donc le type avait une pizzeria à Saint-Étienne depuis des années, c'était un citoyen modèle. Et en fait, le type a posté des photos sur son Instagram, et la police italienne, qui avait un logiciel de reconnaissance faciale qui moulinait justement Internet, l'a identifié comme ça. Il s'est avéré que c'était un tueur à gages de la 'Ndrangheta qui était en cavale depuis une trentaine d'années. Donc cette affaire a été couverte dans la presse, et là je me suis dit quand même, c'est balèze, ils sont grâce à ça, au bout de 30 ans, le type est en cavale et il a une pizzeria à Saint-Étienne. C'est un tueur à gages de la 'Ndrangheta, et c'est comme ça qu'ils l'ont... Donc là, je me suis dit, ce serait quand même marrant si on arrivait à débloquer l'affaire Trogneux avec l'outil. Et puis ensuite, il y a eu effectivement cette vidéo qui a beaucoup circulé de Vladimir Poutine regardant l'intelligence artificielle de Google nous expliquer que les images des alunisages de 1969. Alors là, j'ai vu que l'AFP, que tout était faux, effectivement. Et alors l'AFP a fait un fact-checking absolument génial.
de 40 pages pour expliquer que l'alunissage était vrai et qu'en vérité, l'intelligence artificielle de reconnaissance d'images, etc., ne fonctionnait pas selon que les photos étaient argentiques ou numériques. Et alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'ils avaient mis en illustration de cet article, donc ils ont mis en illustration de leur débunkage une photo absolument géniale qui est la photo de la capsule, tu sais, je sais pas quoi, le véhicule. Les trucs les plus improbables. Avec lequel il serait allé sur la Lune. Et alors, la photo est presque encore pire que tout le reste, si tu veux, parce que tu bricoles un truc avec tes gosses. Le dimanche, dans ton jardin, tu vois, tu fabriques une fusée, ce sera mieux, là. C'est vraiment un truc, t'es 3 bouts de bois, un bout d'alu avec du scotch. Enfin, c'est absolument, donc c'est ça qui est fascinant dans l'époque aussi, c'est qu'on est vraiment à l'époque du serpent qui se mord la queue. Et on est aussi à l'ère de la post-vérité, puisqu'en vérité, l'affaire Trogneux, c'est aussi la faillite de la presse française, quoi. Alors justement, l'affaire de la post-vérité, parce que c'est un thème qui est beaucoup repris, mais par évidemment des autorités sentencieuses pour nous dire attention, vous trumpisez le débat, donc alors si on s'adresse en fait, comme on en a tous fait l'expérience, à la boulangerie, à la cafétéria, n'importe où, en famille, à des gens qui ont eu écho un peu de l'affaire et font les esprits forts, ceux qui savent mieux, et qui nous ressortent justement les arguments sur la post-vérité, vous vous laissez avoir, etc. Comment est-ce que tu as songé à une stratégie pour pas forcément convaincre, mais du moins faire douter et un peu déstabiliser les certitudes? La post-vérité, elle est multiple, si tu veux. C'est-à-dire que on arrive à des niveaux de propagande tellement dysfonctionnels que, je te donne un exemple. Moi, je dis la reconnaissance faciale chinoise nous dit que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux. Enfin, c'est factuel. Il y a rien de sensationnaliste, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là. C'est juste factuel. C'est juste complètement anormal. Puisqu'on aura raconté cette histoire à travers, je crois, une quinzaine de couvertures de Paris Match, de galas, on nous a bombardé avec ça. Juste le logiciel de reconnaissance faciale de Xi Jinping nous dit c'est faux. Bon, moi j'allume la télé, donc moi j'explique ça. Donc je suis complotiste, je suis en hors-piste complet, je suis en dehors du champ médiatique. J'allume la télé, j'allume LCI, j'apprends que Poutine a 7 sosies et qu'il a 8 cancers. Voilà, si tu veux, à un moment donné, bon, voilà, c'est ça l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'essaye juste de raconter moins de conneries que les autres. Tu vois, c'est déjà un objectif, c'est-à-dire juste raconter moins de conneries que les autres. Alors ensuite, sur la réception du dossier, tu me dis les gens qu'on pourrait pas convaincre. De toute façon, le but, c'est même pas tellement de convaincre. Moi, j'essaye pas de convaincre. Après, ce que j'observe, c'est que comme le Covid, ce dossier, comme beaucoup de faits d'actualité, mais le Covid l'a été à un niveau vraiment massif, a un effet thermomètre pour évaluer, si on veut, les individus, individuellement et au niveau aussi de social, au niveau des catégories. Et je dois dire que l'affaire Brigitte a un côté courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'on a un très fort taux d'adhésion chez les gens de base. Quand je dis les gens de base, c'est pas forcément, c'est pas une notion économique, c'est-à-dire au niveau du mode de pensée, c'est-à-dire au sens célinien du terme. Ils jugeaient bas, ils jugeaient juste. Donc là, c'est le côté gaudriole, effectivement, du dossier basique, c'est-à-dire la bite à Brigitte, c'est-à-dire que c'est de la gauloiserie, c'est-à-dire que c'est de la bonne gauloiserie, et moi je suis très fier de faire ça, parce que ce pays est déprimé et a besoin de rire, et ce dossier fait rire, et c'est vraiment, voilà, c'est de l'humour gaulois, avec une dimension en plus, je dois dire, grolandaise, parce que par exemple, ça aurait été Franck Dupuis, ça aurait pas eu le même effet. Mais Jean-Michel Trogneux, tu vois, il y a quelque chose quand même. Tu vois, c'est très grolandais, quoi. Donc en fait, il y a cette dimension effectivement gauloise. Voilà, donc il y a cette dimension-là. Ensuite, c'est un dossier, quand je te parle de courbe de Gauss, qui va intéresser dans certains milieux particuliers. Qui va intéresser des milieux d'élite. Alors, ça va être l'élite du renseignement. Ça intéresse, j'ai énormément de retours de gens du renseignement
que eux, qui sont pour le coup des vrais brigitologues, c'est-à-dire quel que soit leur âge d'ailleurs, et c'est très très intéressant. Donc eux sont très intéressés que ce soit dans le renseignement au sens analyste ou au sens action. Des deux côtés, ça va intéresser des gens, par exemple, qui sont dans des comportements extrêmes. Par exemple, des gens qui vont être dans le banditisme. Ça va intéresser des gens qui sont, par exemple, scénaristes. Ça intéresse, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de gens qui sont dans les scénarios, dans la fiction. Ça les passionne. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi, parce que là, on a un retournement de situation. C'est-à-dire qu'on avait la thèse de Natacha Ray. Finalement, certains éléments sont faux, on les accepte, et puis on passe à la reconnaissance faciale chinoise, et boum, on revient. Donc il y a quand même il y a une dimension scénaristique qui intéresse des gens du cinéma, par exemple. On va avoir des gens de la mode. Alors là, c'est encore plus surprenant. J'ai eu un grand créateur de mode. C'est au tout début de l'affaire, et je lui avais dit, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, mais enfin, tu l'as vu, c'est un homosexuel de la mode, un créateur de mode, quoi. Enfin, tu l'as vu... un engin pareil, pour moi ça fait aucun doute, je suis couturier, je sais ce que c'est qu'un homme, je sais ce que c'est qu'une femme, enfin bon. Donc voilà, donc il y a comme ça des gens qui ont des parcours. L'exemple type par exemple, ça va être Christian Combas, qui a été, donc il l'assume, donc je cite son nom, qui a été éditeur, écrivain, etc., qui a connu le milieu de la culture, le milieu des lettres, etc. Donc et qui lui voit des choses dans le dossier que voit pas forcément celui qui fait des blagues à la boulangerie ou dans le taxi, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension, qu'est-ce que c'est que le transsexualisme? Qu'est-ce que ça implique? À quel imaginaire appartient le transsexualisme? On va découvrir, par exemple, il y a un style Rothschild, le château de Ferrières, etc. Il y a un style Rothschild, comme il y a eu un style Louis XV, comme il y a eu un style Empire, il y a un style Rothschild. Et disons que dans le style Rothschild, dans la panoplie du style Rothschild, il y a toujours le transsexuel avec des personnages comme ça qui jouent sur cette ambiguïté sexuelle. Donc en fait, il y a un dossier qui est en fait assez total quand on y réfléchit, avec effectivement une dimension littéraire, une dimension scénaristique, une dimension de renseignement, avec une implication de relations internationales, d'enjeux de sécurité nationale, et en même temps, voilà, un dossier que tout le monde peut comprendre assez facilement. Les seuls qui sont pas réceptifs du tout, je dois dire, c'est une catégorie que j'appelle le CSP+, occidental, type bac plus infini égale 0. Mais bon, en même temps, je cherche même pas à les toucher, parce qu'en fait, c'est une... quand j'ai lu le Great Reset, j'ai compris que ce CSP+, occidental, bac plus infini égale 0, était en fait considéré comme une humanité surnuméraire, programmée à disparaître, si tu veux. C'est le fameux allons-y, quoi, tu sais, du Covid. Donc, à la limite, bon, je cherche même pas à les convaincre. C'est en ça que je te dis que c'est un dossier qui épouse la courbe de Gauss. Oui, puis ça illustre un petit peu ce que disait Pascal sur les opinions qui se renversent du pour au contre entre les simples qui jugent bien, parce que d'une certaine façon ils jugent bas, comme tu disais avec Céline. Ensuite les demi-habiles qui comprennent rien, qui font les esprits forts, et puis les habiles qui ont compris, eux. Oui, c'est ça. Moi, je cherche pas. Si tu veux, un mec qui a fait, je sais pas quoi, un master de sciences sociales à Nanterre, enfin, je m'en fous, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pas pour ces gens-là qu'on travaille. S'ils aiment bien, ils aiment bien. Puis s'ils aiment pas, ils aiment pas. On oblige mais personne. ils sont très représentés chez les boomers, ces gens-là aussi, quand même, hein, qui ont le pouvoir. Alors, tu vois, là, il y a un paradoxe chez les boomers, parce que, par exemple, Emmanuel Ratier avait des vieux copains journalistes, boomers, qui parfois venaient de la presse de gauche. Et en fait, j'ai eu des très bons échos de boomers. Et précisément pour une raison, alors ça me semble très très intéressant comme sujet, c'est que les boomers ont les défauts de leur qualité. C'est-à-dire que ils sont nés dans un pays sur lequel le soleil ne se couchait jamais, ce qui s'appelle l'Empire français. Ils laissent à leurs petits-enfants un pays en état de dégradation avancée, en état d'effondrement, je trouve que même la comparaison avec le tiers-monde est pas juste, puisqu'on vit mieux dans le tiers-monde qu'en France actuellement. Donc ça, c'est vraiment, il y a cette pulsion destructrice chez les boomers. Mais ils ont ce côté fouteur de merde. Tu vois, et là, je vais m'expliquer. Par exemple, quand j'ai réouvert le dossier du pasteur Doucet, dans le cadre de mon enquête de ma troisième saison du vrai visage d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie, je réouvre le dossier du pasteur Doucet
et je reprends donc tous les articles parus à l'époque, les livres, etc. Et je vois une émulation, si tu veux, une émulation autour de cette affaire. Ça va du Quotidien de Paris à National Hebdo, le réseau Voltaire de Messan à l'époque, Libé. Tu peux rappeler en un mot ce que Minute. c'était l'affaire du pasteur Doucet, juste très vite pour... L'affaire du pasteur Doucet, c'est un pasteur baptiste qui anime un centre qui s'appelle le Centre du Christ Libérateur et qui est une espèce de simili-église et de toutes les déviances sexuelles, c'est-à-dire transsexuels, homosexuels, sadomasochistes et pédophiles. Et donc ce pasteur va être kidnappé à l'été 90 et va être retrouvé quelques mois plus tard mort en forêt de Rambouillet. Et à ce moment-là, qui a tué le pasteur? Ça va être ça la question. Et on va découvrir qu'en fait ce pasteur centralisait et tenait un fichier sur toutes les déviances sexuelles dans Paris, et avec effectivement des implications du pouvoir et des pistes, avec effectivement des pistes qui impliquent des ingérences étrangères, qu'elles soient américaines, qu'elles soient iraniennes, avec effectivement quelque chose qui est transcourant, puisqu'on est sur de la déviance sexuelle. La déviance sexuelle étant par essence transcourant, donc ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Une affaire Epstein en petit, en quelque sorte. Oui, on peut considérer que ça s'apparente exactement à ça, ouais. C'est assez similaire. D'ailleurs, il y a un fichier du pasteur Doucet qui a existé, que j'ai essayé de récupérer et sur lequel j'ai pas réussi à mettre la main, puisqu'en fait, celle qui avait succédé au pasteur Doucet et qui avait conservé le fichier est morte en 2013, et donc le fichier pour l'instant on l'a pas localisé. Mais c'est vrai qu'il y a exactement cette même dimension. Et donc à cette époque, donc on est en 90, les boomers sont en pleine forme. C'est-à-dire ils ont à 45 ans, donc ils sont au top de leur activité, et il va y avoir une émulation dans la presse. Au top de leur nuisance aussi. Oui, c'est ça, mais en même temps, au niveau journalistique, c'est pas mal, quoi. Il y a une vraie émulation, c'est-à-dire que chacun se bat pour sortir une info, etc. Il y a un ministre qui saute, machin. Libé répond à Minute, National Hebdo, le Quotidien de Paris, Jean Edernalier, l'Idiot International. Enfin, c'est vraiment très très riche. C'est vraiment très très riche. Or moi, là, je lance ce truc-là en 2021. Et je ne vais avoir comme vis-à-vis qu'un type de ma génération dont le boulot est d'être débunker à valeurs actuelles, tu vois. Et tu te dis, en fait, c'est un énorme problème qu'il y a dans ma génération, puisque je suis de 88, j'ai 35 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une génération qui est complètement anesthésiée. C'est-à-dire que alors je ne sais pas, peut-être que c'est, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis vraiment interrogé là-dessus, puisque c'était vraiment un caviar. C'est-à-dire que là, tu te dis, si tu vois, si j'avais été boomer, admettons, on soit en 90, voilà, je suis un boomer, et ben, il y aurait eu 40 mecs qui auraient voulu être les premiers à avoir les photos de Brigitte Jeune, les photos de Jean-Michel Trogneux jeune, etc., à partir sur Amiens, aller interroger les gens, etc., etc. Il y aurait eu une émulation. Et une émulation pour être le premier à sortir le truc, puisqu'on voyait bien que le truc n'était pas abouti, qu'il était crédible et probable. Et vraiment, il y avait... Moi, ce que je disais, je suis Andrea Pirlo, j'ai mis un ballon dans la profondeur, il y a juste à marquer le but. Il y avait vraiment plus qu'à marquer le but. Et là, je n'ai vu personne. Et parce que dans ma génération, si tu veux, à Libération, il n'y a plus de Jean-Paul Cruz. Il n'y a plus que des successeurs d'Aninx et de Konopnicki, c'est-à-dire en fait des types qui sont d'extrême gauche, mais qui sont même pas, si tu veux, de gauche au sens, si tu veux, par exemple, avant, les types, ils avaient été maoïstes, ils avaient été trotskistes, ils étaient communistes, mais ils étaient quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, ils sont antifa, c'est-à-dire ils sont plus rien. Tu vois, par exemple, je te prends Libération. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'ADER. C'était le portrait de Libération. C'était une référence. D'ailleurs, ils ont fait des livres avec des compilations des portraits de Libération, parce qu'il y avait un service de documentation, donc c'était très documenté. Et en plus donc d'avoir une documentation hyper abondante, ils allaient voir la personne et lui poser des questions qui n'avaient jamais été posées. Exactement le même principe que les interviews biographies d'Ardisson. Encore un boomer. Bon. Et à ce moment-là, ils arrivaient à obtenir quelque chose qui n'avait jamais été encore obtenu, et ils racontaient quelque chose qui était nouveau. Et le portrait de Libération était une référence. Aujourd'hui, tu prends le portrait de Libération, c'est des portraits du style Dumba Doumbélé, transsexuel malien, arrivé en France il y a 2 ans, revisite Blanche-Neige dans une mise en scène de Peter Brook au Bouffe du Nord.
et ça fait du bien, tu vois, et on s'en fout. Tu vois, tu prends le truc, jamais tu vas lire ça. Déjà, il y a plus rien, il y a une énorme photo, il y a 3 lignes de texte, puis on s'en fout du transsexuel malien qui fait Blanche-Neige avec Peter Brook, tu vois, on s'en fout. Tu vois, et donc il y a plus rien parce que le mec ils sont rien, c'est la dictature du néant. Et alors à droite, c'est encore plus dramatique parce qu'avant enfin, tu vois, il y avait quand même être de droite, ça voulait dire une attitude. Tu vois, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est Jean Raspail, mais ça peut être aussi Audiard ou Céline si tu veux, c'est-à-dire que c'est il y a une forme d'individualisme, de posture effectivement, mais il y a quelque chose qui relève de la classe quoi, tu vois, de voilà. Aujourd'hui, je vois sur CNews, si tu veux, leur truc pour eux, pour être de droite, c'est Michel Sardou. Donc tu vois, c'est-à-dire que tu passes, donc d'un côté, tu vois, avant c'était la révolution mondiale, quoi, Mao, Trotsky, et maintenant c'est Antifa, et de l'autre côté, avant c'était Jean Raspail, Jean-Marie Le Pen, Céline Audiard, et tu passes à Michel Sardou. C'est-à-dire que c'est pas parce que Juliette Armanet est de la merde que Michel Sardou c'est bien. On est d'accord. Tu vois ? Donc en fait, à droite, il y a plus, à gauche, il y a plus que des petits antifas. À droite, c'est-à-dire que les types, ils pensent qu'écouter le lac du Connemara en étant bourré, c'est comme quand les types, ils ont lancé la candidature Zemmour. C'est-à-dire que tu regardais sur les Twitter, les mecs, ils ont 20 ans, et ils se prenaient en photo en train de boire des bières devant CNews, ils appelaient ça le Zapéro, et ils pensaient qu'ils résistaient à la gauche. Mais boire des bières devant la télé, ça a jamais été un acte de résistance quand même. Va falloir se réveiller. Et tu vois, et même à l'Élysée, tu vois, à l'Élysée, quand tu prends Benalla, c'est un mec de ma génération. Tu vois, il y avait il y a deux modèles dans ce qu'on appelle les flics de l'Élysée. Fondamentalement, ce qui a été un peu Benalla même, hein, si c'était un peu en parallèle. Il y avait le commandant Proutot et il y avait Paul Baril, qui avaient ensemble créé ce qu'on avait appelé les flics de l'Élysée sous Mitterrand. Et puis Proutot était toujours resté dans les rails et Baril était, on dirait aujourd'hui, entré en dissidence. Bon, bah, quand tu regardes Benalla, il s'affiche avec Proutot, il s'affiche pas avec Baril. Donc dans tous les secteurs, dans ma génération, c'est une génération je te dis, de bons élèves. Alors je pense qu'on a dû être traumatisés par, tu sais, les images, tu sais, de l'UNICEF, avec le noir, avec le bida, tu sais, le noir famélique avec le bidabière et les mouches autour des yeux, tu vois, je sais pas ce qui a été traumatisant. L'opération Grainerie de Kouchner, ces histoires-là, la Somalie, tout ça. Oui, ça. Non, mais je te dis, je sais pas, hein, je cherche une explication. Je me dis, c'est peut-être les propagandes de l'UNICEF. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être les mangas, les dessins animés japonais, le Club Dorothée. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand même incroyable que sur une affaire comme ça, alors tu vois, j'ai fini par trouver, et je le salue, Zoé Sagan, c'est-à-dire un type de ma génération qui a compris que dans la vie, on n'était pas obligé d'être un bon élève et qu'on pouvait aussi faire quelque chose de sa vie, quoi, tout simplement. Tu peux nous dire deux mots sur la personne dont il s'agit, Sagan, là ? Alors Zoé Sagan, il a un compte Twitter qui est très suivi et qui relaie de l'info et qui permet surtout de faire des appels à témoignages et de soulever des choses vraiment très intéressantes. Donc, il y a eu l'affaire Coé qui a été assez médiatisée, et concernant le dossier Brigitte, il a quand même apporté un élément important qu'on appelle le dossier Patrick Buis, qui était quelque chose qui était disponible en source ouverte et qui était passé relativement sous les radars. C'est-à-dire que moi, dans mon dossier, je soulevais que Brigitte Macron avait fait condamner Closer en 2021 pour un article paru en 2019 qui révélait une opération de chirurgie esthétique. Or, d'autres articles avaient révélé des opérations de chirurgie esthétique de Brigitte Macron, et cet article avait été le seul à être condamné. Et moi, je me l'étais pas expliqué, j'avais juste noté ce fait. Or, il y a une fuite à partir du compte de Zoé Sagan, c'est-à-dire quelqu'un qui a contacté Zoé Sagan en lui disant « Tiens, j'ai l'info, le type qui a opéré Brigitte Macron en 2019, c'est Patrick Buis. » C'était ça l'info. Et en fait, il se trouve que c'est dans l'opération sur laquelle Closer avait été condamné pour atteinte à la vie privée. Or, il se trouve que Patrick Buis est précisément le spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre des opérations
de changement de genre d'homme vers femme. Donc c'est quand même une information assez sympa, et ce qui signifie qu'en vérité, disons que le soupçon de transsexualisme, quand on le met sur la table en 2021, en vérité, il est dans la presse mainstream en source ouverte depuis 2 ans. D'ailleurs, ça c'est assez fascinant, c'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement source ouverte, qui est quelque chose qui peut fonctionner à la façon de la lettre volée d'Edgar Allan Poe. C'est-à-dire, en vérité, tout est sous nos yeux. OSINT, c'est dit. Open Source Intelligence, c'est ça, non? Alors, j'ai pas exactement... Là, en anglais, tu m'en demandes beaucoup. Non, c'était pour moi moins bête. C'est ça, oui, ça doit être ça. Donc, ce qu'on appelle, oui, le renseignement source ouverte. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté, tout est sous nos yeux, la lettre volée d'Edgar Allan Poe, etc. Et souvent, d'ailleurs, nous, on écrit des choses, et ensuite, en relisant, et avec d'autres éléments qui viennent se mettre en perspective, on comprend qu'on avait écrit quelque chose, mais qu'on était passé à côté de sa signification. Donc, non, c'est aussi une dimension intéressante du dossier Brigitte, qui permet aussi de repousser certaines limites au niveau de ce qu'on peut faire précisément en renseignement source ouverte, au niveau des recherches, etc. Ça forme beaucoup de gens qui travaillent sur le dossier. Non, vraiment, c'est une affaire qui est vraiment, je te dis, multiforme. C'est-à-dire qu'elle apporte des enseignements selon la courbe de Gauss, des enseignements sur notre génération, des enseignements sur certains milieux. Par exemple, l'affaire Brigitte passionne dans le milieu homosexuel parisien. Et elle passionne aussi à l'international, il me semble. Et ça vaudrait la peine d'évoquer les échos de l'affaire à l'étranger, que ce soit Russie, Maghreb, États-Unis, enfin ces résonances. Mais ça, c'est un dossier, oui, c'est un aspect du dossier qui est intéressant. Là, bon, le fait que ça a été couvert par la presse hors Occident, notamment parce qu'il y a eu une dépêche de Reuters, ce qu'on appelle les faits présentes, une dépêche de Reuters en décembre 2021, suite à la plainte de Brigitte. Et à ce moment-là, bon, quand vous avez une dépêche Reuters, au niveau parce que l'information est un flux, il n'y a pas d'information en soi. Il faut bien comprendre cette notion de flux dans l'information. Et si vous voulez, il faut arriver si vous voulez, c'est comme des fleuves, quoi. Enfin, le système des fleuves, des canaux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est le principe du flux. Et dès lors que vous avez Reuters, si vous voulez, l'information rentre dans l'océan, quoi. Ça devient, il y a pas plus. C'est le boom, quoi. C'est-à-dire que Reuters, il y a pas plus. Donc là, ils ont pas dit, Reuters n'a pas de raison de faire une dépêche. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça qui est paradoxal, c'est que le public comprend très peu en vérité. C'est que si vous voulez, vous faites un numéro avec une reconnaissance faciale chinoise qui est relativement inattaquable et assez indiscutable. Mais si vous voulez, avec ça, vous pouvez pas avoir une médiatisation. Alors que si vous faites une vidéo, vous faites n'importe quoi sur Internet et que vous prêtez le flanc et que Brigitte Macron porte plainte, et ben à ce moment-là, vous pouvez avoir un écho Reuters parce que Brigitte Macron a porté plainte précisément, et là, vous pouvez passer à l'échelon médiatique. C'est-à-dire que la vérité n'est pas... Il n'y a aucun rapport entre la vérité et la médiatisation. Ça, c'est un aspect aussi que nous enseigne l'affaire Brigitte, par exemple. Donc là, non, le but, ce serait effectivement, on a essayé de mettre une pression sur Twitter pour essayer d'avoir un tweet d'Elon Musk, parce que Elon Musk est très, comment dirais-je, sensible à ce sujet, parce qu'il en a lui-même été victime familialement, puisque son fils a changé de genre, comme on dit, mais techniquement, ça veut dire que son fils s'est quand même fait couper la bite, quoi. Musk étant très sensibilisé sur cette question-là, on a mis la pression sur Twitter pour à un moment donné espérer avoir un retweet ou une petite... Mais il semble visiblement que il y a des négociations entre X, la Commission européenne, le gouvernement français. Là, Macron est passé à la télé, il me semble, hier soir, il a encore dit que... grosso modo, son combat, c'était le contrôle des réseaux sociaux, quoi. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire. Là, le numéro a été traduit en anglais, de façon à essayer d'effectivement de percer un peu, de contourner, quoi, la France. De toute façon, on est obligé de contourner la France. C'est un retweet de Ladybug, c'est ça? L'idée, c'était d'obtenir un retweet à partir du compte Ladybug? C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il soit surtout saoulé par les coups de fil de X-France
qui lui demandent de déréférencer les hashtags Brigitte, Trogneux, machin, qui finissent par se dire, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là, et qui se disent, ah ouais, d'accord, c'est ça, bon, allez, je fais un petit commentaire ironique. Et dès lors que lui fait un commentaire ironique, etc., tu peux avoir un écho dans le New York Post ou quoi que ce soit, tu vois. Et à ce moment-là, tu franchis la barrière, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas scientifique. Les gens pensent souvent, il y a une information, mais pourquoi les journalistes en parlent pas? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus subtil. Est-ce que tu crois que c'est pertinent de rapprocher ça de ce qui a été pas mal dit, notamment par Alexis Cossette-Trudel, de la stratégie Trump, de s'exposer en ayant l'air de faire une connerie pour attirer la caméra à lui et quand même délivrer l'information? C'est une question qui s'est posée au sujet de Trump. D'ailleurs, dans un numéro, j'ai écrit Trump comme François Hollande. C'est un journaliste contrarié, sauf que François Hollande l'est à ses dépens, alors que Trump l'est aux dépens des autres. Enfin, je veux dire, Trump, c'est le plus grand journaliste de ces 50 dernières années. Enfin, je veux dire, on lui doit l'affaire Epstein, on lui doit l'affaire Hunter Biden, etc. En général, on n'est pas déçu. C'est pour ça que le dossier Macron m'intéresse. D'ailleurs, ça n'intéresse pas les médias français, tu remarqueras. C'est-à-dire qu'il y a un manque de curiosité, mais je te dis, qui est générationnel. C'est pareil, le dossier Trump, tu vois, on serait, nous les boomers, là, on serait des boomers mentaux. Je veux dire, il y aurait 100 mecs qui s'arracheraient une couille pour essayer d'avoir le dossier Trump, tu vois. Et là, non, visiblement, non, c'est beaucoup mieux, si tu veux, de faire du check news sur Libération ou d'être avec, je sais pas quoi, Golnadel à l'heure des pros avec son petit costume et son petit machin, tu vois, chez Bolloré. Tu vois, parce que, là, on est de droite quand même. Oui, puis appeler à la journée de l'équipe. Donc, moi, je te dis, et je vois des gens qui sont éteints. C'est-à-dire qu'ils sont éteints. C'est-à-dire que tu regardes leurs yeux, tu vois dans leurs yeux qu'on a éteint la lumière. Et pour rester sur cette histoire de la réception, qui est vraiment un sujet intéressant, donc on l'a vu au niveau socio-économique, socio-professionnel, niveau générationnel, donc pour rester dans l'écho dans le monde, donc si on procède par cercle concentrique, est-ce qu'il y a un pays en Europe dont les médias ont un petit peu fait écho à l'affaire? Il y a eu un pays, c'est très simple, c'est l'Espagne, parce qu'en vérité, il y a eu le même phénomène en Espagne avec Begoña Sanchez, je crois. Begoña Sanchez, la femme du Premier ministre socialiste espagnol, qui est vraiment, elle sort d'un film d'Almodovar, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Voire de John Waters, non? Ah non, mais là, les gens iront googliser, et il s'avère qu'il y a eu la même chose en Espagne qu'ici avec Brigitte Macron. D'ailleurs, je suis allé en Espagne récemment, et j'ai vu que en plein cœur de Madrid, qui est plutôt une ville très agréable, hein, vraiment c'est très agréable, très préservé, etc. Je confirme. Il y a un ministère de l'égalité avec un drapeau trans dessus. Tu vois, je me dis, mais c'est quoi ce drapeau? Je l'ai déjà vu, là je me dis, ah oui, c'est le drapeau trans, tu vois. Donc tu vois, Alors attention, parce que parfois ça ressemble beaucoup au drapeau de la République espagnole, hein, le drapeau trans. Hein, on pourrait s'y méprendre. Non, mais là c'était assez net, et surtout ce qui est intéressant aussi, c'est alors, les gens qui vous disent, ouais, mais comment pourrait y avoir la même chose aux États-Unis avec Michelle Obama, en Espagne avec Brigitte, etc. Je dis, bah oui, mais dans toutes les pubs par exemple, la femme blanche est avec un homme noir, voilà. Donc c'est comme ça, il y a des choses. Alors là, sans doute, il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié, mais par exemple, je vais donner des choses très simples. Quand j'ai vu émerger l'affaire Epstein, c'était que des noms qui avaient été traités par Henri Coston et par Emmanuel Ratier. Et en fait, quand j'ai vu donc ce livre noir, je me suis dit, bah tiens, là, on a un étage en plus, quelque chose qui met tout en cohérence de ce qu'ont fait Emmanuel Ratier et Henri Coston, comme des pièces du puzzle qui avaient été traitées les unes avec les autres, et on rajoutait Epstein et les pièces du puzzle s'assemblaient. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié. C'est-à-dire que, par exemple, sur les listes trilatérales parues dans Faits et Documents en 2005, on voit le nom de Jeffrey Epstein, mais le rôle n'est pas connu. On met sur une ligne une société sous le nom duquel il est sur la liste. Et en fait, on ne se l'explique pas. Il n'y a rien sur ce type. Et donc, en fait, tu vois, et en fait, là, je pense effectivement
qu'il y a quelque chose qui n'a pas été identifié. C'est pareil, ça pourrait être un sujet. Les gens pourraient se battre pour se dire, tiens, il y a un truc à identifier, il faudrait l'identifier. Mais bon, on lance une bouteille à la mer. Et alors au-delà de l'Europe, qui a pas manifesté, disons, dans son état profond médiatique, beaucoup d'intérêt pour l'affaire, sur les autres continents, je sais pas, l'Amérique du Sud par exemple. Si, il y a eu le Chili, etc. Mais sur l'Europe, il y a un pays qui me semble intéressant, en fait, c'est l'Allemagne. Parce qu'il y a bon, ça c'est de l'enquête interne, mais il y a comment dirais-je, un pan du dossier, en fait, en Allemagne, qui est assez peu identifié, et où, effectivement, il y a moyen d'avoir des éléments. Et la presse allemande m'a l'air un peu plus ouverte que la presse française, par exemple, puisqu'effectivement, il y a quand même eu dans Der Spiegel un long éditorial au printemps dernier pour expliquer que le couple Macron posait vraiment problème. En disant, quand même, toute la presse s'est extasiée là-dessus. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de vraiment pas net, notamment autour de ce qui s'apparente à un détournement de mineurs. Donc l'Allemagne me paraît assez... et puis Bild, j'ai vu a racheté cet été les photos de Voici sur les vacances de Macron qui étaient assez désastreuses. Je pense qu'il y a un terreau brigitologique en Allemagne beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Mais bon, ça c'est de la prospective. Et les Britanniques, avec leur habitude du French bashing, ça les a pas intéressés du tout là, j'ai pensé que ça les intéresserait. Là, c'est pour ça qu'on va les relancer avec le numéro traduit en anglais, puisqu'il y avait un espèce de débunkage un peu bidon sur le Daily Mail, ce qui m'avait un peu déçu du Daily Mail, parce que je sais que les journalistes britanniques avaient recherché le André Rouzière, il l'avait pas trouvé. Et en vérité, non, mais on va voir. De toute façon, il faut pousser, hein, si tu veux. C'est pas quand tu fais de l'information comme ça, à la limite, produire l'information, c'est pas le. Après, faut la faire connaître. Ça sert à rien de la produire. C'était pas là pour la faire connaître. Donc ensuite, oui, effectivement, là, on va rentrer aussi dans une phase, comment dirais-je, il nous reste des pièces à récupérer, quelques pièces à récupérer. On sait où elles sont. On avance tranquillement. Et puis en même temps, d'essayer d'avertir la presse anglo-américaine, qui est beaucoup plus accessible que la presse française. Honnêtement, c'est complètement verrouillé en France. Hein. C'est structurellement verrouillé, intégralement verrouillé, définitivement verrouillé. Donc essayer d'avoir quelque chose dans la presse britannique, puis ensuite ça piège effectivement la presse française, puisqu'elle sera obligée de faire un écho sur un sujet qu'en plus... C'est très dommage, puisque c'est d'une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que tout le monde a vu la photo du gamin, tout le monde sait de quoi il en retourne, etc. Même dans les rédactions, c'est des sujets, c'est un sujet de plaisanterie, mais ça fait voilà. Mais c'est comme la pornographie, si tu veux. C'est de la pornographie informationnelle. Et si on quitte l'Occident collectif tout en restant en Europe, en abordant la Russie, il y a eu d'autres échos que cette est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un écho tout court en Russie à l'affaire ? Ouais, mais en Russie, il y a eu deux sujets à 6 mois d'intervalle dans l'audiovisuel public russe, dont un sujet était relatif au dossier Trump, et le sujet était introduit de la façon suivante: devançant Trump, les Français, devançant Trump, etc., Jean-Michel Trogneux. C'est-à-dire que l'audiovisuel russe s'embarrassait pas, c'est-à-dire qu'il associait en fait les deux affaires. Bon. Mais si tu veux, je te parlais de circuit de l'information. Nous, on est dans un circuit d'information occidental. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut venir des médias russes est d'avance disqualifié. Tout ce qui peut venir des médias chinois, parce que nous, on est une démocratie vertueuse, si tu veux. Donc, si tu veux, ce qui vient d'une agence de presse iranienne est forcément, tu vois, par définition, ou russe, ou chinois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Reuters, c'est un joli coup sur la première phase. Alors si on reste dans les agences de presse et l'univers médiatique du sud global, hein, du monde maudit pour l'Occident collectif, est-ce que d'autres échos justement dans le monde arabe ou au Maghreb qui présentent un intérêt Ce qu'il faut comprendre quand on voyage dans le monde, et ça peu de gens le perçoivent en France, qu'en vérité le monde est rentré dans le 21e siècle. Et
l'Occident est bloqué dans le passé parce que ses maîtres ont les deux mains sur le frein à main pour ne pas dégager. Mais quand tu vas au Maroc, moi je regardais par exemple les images parce qu'on dit toujours le tiers-monde, tu vois, comme si on était encore dans les années 60 et que les mecs ils étaient à dos d'âne, tu vois. Là je voyais les images du tremblement de terre au Maroc ou en Turquie, au niveau de l'organisation des secours, au niveau de la civilité des gens, c'était admirable. C'est-à-dire qu'on voyait tout de suite se mettre en place une organisation, c'est-à-dire que les ambulances fonctionnaient, les secours fonctionnaient, les gens étaient dans une forme de solidarité, etc. Dire, nous, on n'est pas sur une zone sismique. Mais imagine que demain, il y a un séisme de magnitude 9 dans le 93. Ce serait quoi les images ? Ce serait quoi les images ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie, les pays du Golfe, même l'Irak qui est en train de se relever, là, il n'y a pas eu de guerre entre le Pakistan et l'Iran, alors que c'est bien la plus grande puissance chiite et la plus grande puissance sunnite. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre ces deux ? Parce qu'il y a la paix chinoise, la Pax Sinica qui est là. Là, il y a les talibans en Afghanistan, mais avec la Pax Sinica, la région est stabilisée. Donc en fait, le monde avance, c'est ça qu'on ne mesure pas. Et le monde, en fait, est dans un rapport très spécial à l'Occident, c'est-à-dire qu'il veut que l'Occident soit l'Occident. C'est-à-dire qu'il veut la machine-outil occidentale. C'est-à-dire qu'il rêve sur, effectivement, le matériel allemand, etc. C'est ça que veulent les Iraniens. C'est pour ça qu'ils veulent plus des sanctions américaines. Donc en fait, ils demandent aux Occidentaux d'être des Occidentaux, et les Occidentaux, eux, sont dans des impératifs délirants, c'est-à-dire relatifs aux LGBT, enfin toutes ces choses-là, ou même sur Israël. C'est la question d'Israël. Le monde entier condamne les crimes contre l'humanité à Gaza, hormis l'Occident. Ça a été le test qu'on a vu avec les votes relativement au conflit entre la Russie et l'Ukraine à l'ONU. Donc en vérité, c'est comme si il y avait eu, je sais plus qui avait dit ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas l'image est parlante. C'est comme si le mur de fer était retombé sur l'Europe, mais que cette fois on était du mauvais côté. Et donc en vérité, en dehors de l'Occident, les gens se disent, bah ouais, ils ont mis un type. C'est ce qu'a écrit le média du roi du Maroc. C'est-à-dire, ils ont mis un type qui est homosexuel avec une femme qui est sans doute un travelot. Mais c'est-à-dire, ça les étonne même pas. C'est-à-dire que pour eux, on est là-dedans. Voilà. Et donc, en fait, le monde continue à avancer. Donc, en fait, ce qu'on appelle le tiers-monde a plus rien à voir avec l'image qu'on se fait du tiers-monde. On est en fait sur voilà, dans un monde qui en plus, est assez fonctionnel. C'est-à-dire le projet multipolaire russo-chinois, enfin les BRICS, etc. Tout ça est très fonctionnel. Et nous, on a des élites qui sont encore dans le XXe siècle. D'ailleurs, c'est en ça que la mort d'Henry Kissinger est très, comment dirais-je, symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la vraie fin du XXe siècle, c'était la mort d'Henry Kissinger. Et là, qu'est-ce que publie l'ambassade de Chine sur Twitter, l'ambassade de Chine à Paris, une image de Kissinger présentant sa femme à Mao. Et là, l'ambassade de Chine commande juste cette image. Et la femme de Kissinger, enfin les gens voient immédiatement c'est bizarre, hein, qu'elle ressemble effectivement à un homme. Et en fait, là, il y a tout dans ce tweet. Dans ce tweet, il y a tout. C'est-à-dire, un Kissinger est mort. C'est-à-dire, l'Occident collectif, c'est Kissinger. Tu vois, c'est lui l'Occident collectif. Il incarne l'Occident collectif. Il vient de mourir. Là, les Chinois disent, regardez, du temps de Mao, c'est nous qui vous mangions qui vous mangions dans la main, etc. Mais là, vous êtes morts, en fait. Et nous, on a Xi Jinping, qui est en fait Mao et son contraire. Xi Jinping est à la fois Mao et son contraire. Elle est là, la subtilité. Et il dit, et en plus, vos femmes, c'est des hommes. ouais. Et en face, il n'y a pas d'héritier. Et donc là, il y avait... Bah non, tu vois bien que la génération qui suit, c'est le fils de Soros, qui aime bien coucher avec des noirs, qui se trimballe en jupe. Enfin, si tu veux, d'ailleurs, Macron est symptomatique de cette génération de young leaders, de ce qu'on appelle les young global leaders, qui sont pas si young que ça, qui sont pas si global que ça, puisqu'en dehors de New York, Paris et Londres, personne n'en veut, et qui sont pas du tout leaders. Je veux dire, ils sont pas du tout leaders, quoi. Donc voilà, tout est faux en fait, tout est bidon.
D'ailleurs, l'expression de l'empire du mensonge est assez juste. Et en fait, alors, donc c'est pour ça que je te dis que l'international, en dehors de l'Occident, c'est pas très intéressant, puisque tout ce qu'ils disent est qualifié par nos médias par avance de faux. Et en même temps, eux s'en foutent, puisqu'ils se disent, bon, bah oui, c'est comme ça en Occident, et puis voilà. Donc si tu veux, et c'est pour ça que quand je te dis, le mur de fer est retombé sur l'Europe, on est du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en vérité, les Occidentaux ont l'impression d'être dans un monde qui est libre et que ce seraient les autres qui seraient enfermés dans des dictatures, etc. Alors que de façon évidente, il suffit de voyager. J'invite les gens à aller en Russie, j'invite les gens à aller en Chine, j'invite les gens à aller dans les pays du Golfe, j'invite les gens à aller partout, à se déplacer, à voir. Mais enfin, c'est juste fou. C'est juste fou. Et bon, donc nous, on fait cette petite opération pour effectivement taquiner ce pouvoir à la fois illégitime, ce couple d'usurpateurs qui en plus nous fout la honte. Tu vois, c'est un truc important aussi d'avoir, tu vois, la fierté, c'est pas rien. Par exemple, quand j'étais gosse, il y avait Jacques Chirac. Tu vois, Jacques Chirac, c'était pas la panacée, mais quand il y avait une photo avec des chefs d'État, bah, tu te dis, le président de ton pays sur la photo, c'est celui qui fait marrer tout le monde, c'est le plus grand, et c'est pas loin d'être le plus beau. Et tout le monde l'aime bien, à part Blair et Bush. Donc, à la limite, t'es content. Tu vois, tu vois, alors, il faisait rien, Chirac. Mais si tu veux, bon, dans ta représentation, dans ce que t'es, si tu veux, t'es pas sans cesse humilié. Tu vois, c'est pas tellement autre chose. Alors justement, le sujet Jacques Chirac, et puis brièvement tout à l'heure, tu as évoqué Barack et Michelle Obama. Si on revient au cœur de notre affaire, ça nous amène au sujet du candidat Mandchou, et qui est peut-être finalement le cœur du sujet, non ? Alors, Le candidat Mandchou, oui, c'est un film qui est très intéressant. Donc, il y a deux versions de ce film-là, qui est en fait l'idée d'un homme politique qui est, alors dans la première version manipulé par une puissance étrangère, et dans la version des années 2000, qui est manipulé effectivement par une firme d'armement qui s'appelle Manchurian Global, et manipulé par sa mère. On lui a mis des implants dans le cerveau pour inventer des souvenirs. Enfin, c'est très intéressant. D'ailleurs, faut le voir, hein. Je veux dire, j'invite les auditeurs à le voir, parce que vraiment, ça fait vraiment éminemment penser à Emmanuel Macron, mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette problématique, effectivement, des Young Global Leaders, de Davos, ces dirigeants avec des biographies trafiquées qu'on voit émerger, qui sont à la fois si particuliers et tous interchangeables, et particulièrement dans le cas de Macron, c'est-à-dire que quand tu prends sa biographie, c'est-à-dire avant même d'avoir commencé, t'es déjà dans le film The Ghostwriter de Polanski. Tu sais, le début du Ghostwriter de Polanski, c'est je suis entré en politique par amour pour une femme qui était celle qui l'entraînait à l'atelier théâtre. C'est le film qu'il faut absolument, enfin un des films qu'il faut absolument voir disons de ces 10 dernières années. Alors d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'écoutais Nathalie Reims, qui est passée l'autre fois à la télé, qui est la cousine de David de Rothschild, et qui, elle, se demandait précisément si on n'avait pas cancellé Polanski parce que sa filmographie, en fait, contenait les clés de ce que nous sommes en train de vivre. Et elle leur faisait carrément référence au Covid, à la présence du diable, à l'incendie de Notre-Dame. Enfin, elle mêlait tout ça. C'était un peu brouillon, mais l'intuition m'a semblé très juste, puisque moi, quand j'ai enquêté sur Macron, je me dis, bon, d'abord, on est dans le Ghostwriter. Ensuite, j'ai commencé à comparer les documents pour essayer de trouver une cohérence. Là, j'étais dans La 9e porte, tu sais, ce film... Oui. Toujours de Polanski, justement, qui traite encore oui. du diable, hein, où le type compare le livre à la recherche du diable. Donc, La 9e porte, on donne aussi des conseils cinématographiques. Et puis, finalement, on reconstitue l'arbre généalogique de la famille Trogneux. On tombe sur Jean-Jacques Trogneux, et là, on se demande si on n'est pas déjà, tu sais, dans Chinatown, tu sais, my daughter, my sister, my daughter, my sister, tu vois. Il y a vraiment ça, et on se dit, si on continue, au bout du bout, on va où ? On va dans Rosemary's Baby, tu vois, on sait pas où on peut s'arrêter. Et c'est vrai que les films de Polanski me semblent... faut vraiment revoir la filmographie de Polanski pour avoir certaines clés, parce que effectivement, ce sont des films d'initiés, et l'hypothèse de Nathalie Reims d'un Polanski cancellé précisément parce qu'il en avait trop dit, me semble pas inintéressante.
Là, on est en train d'un petit peu de digresser, mais c'est pas gênant. Et pour rester chez Polanski, je recommande également Le Locataire, qui nous amène à des problématiques aussi le sujet du travestissement, hein, dans Le Locataire, avec Polanski aussi en comédien, qui est très convaincant. Ah oui, il y a un vrai sujet trans. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Tu vois, comme tout le monde, je m'étais jamais vraiment intéressé aux trans, et tu découvres en vérité que ça implique une psychologie et une manière d'être au monde qui est complètement... c'est très très impressionnant, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnalités de manipulation, et je pense qu'en vérité, il y a un vrai sujet derrière ça. Et il y a un vrai sujet derrière ça que pour l'instant, effectivement, les gros médias évitent. C'est leur rôle, en vérité, d'éviter les sujets. Hein. C'est étudié pour, comme dirait l'autre. Mais oui, il y a un vrai gros sujet. Donc nous, non, en tout cas, ce qu'il faut maintenant, c'est, je te dis, porter le dossier à l'international, parce qu'il y a effectivement moyen de le faire péter en Allemagne, il y a effectivement moyen de le faire péter dans la presse anglo-américaine, et puis il y a aussi un arbre généalogique complet, donc qui est publié dans le numéro 527 de Faits et Documents, qui permet aussi de réorienter les recherches. C'est-à-dire qu'on a tout passé au peigne fin, on arrive à ça, ensuite on réoriente les recherches. C'est-à-dire que la question, là, les gens me disent « Mais alors, où est Brigitte ?» Et je dis si oui, parce que si Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, alors où est Brigitte? Et là je dis bravo, t'as posé la bonne question. Voilà, c'est-à-dire parce que ça, les gens comprennent très peu ça. Par exemple, quand on lit le livre de Bernard Violet sur l'affaire du pasteur Doucet dont on parlait tout à l'heure, il fait une deuxième partie dans son livre qui s'appelle La contre-enquête. Et à la fin, les dernières pages ne sont que des questions, puisqu'en vérité, quand vous faites une investigation, en vérité, la conclusion, ça ne peut être que se poser la bonne question. Quand j'avais bossé sur Epstein, c'était beaucoup plus de questions qui revenaient que de réponses. Mais déjà poser la bonne question, c'est déjà apporter un élément de réponse. Et savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà savoir quelque chose. Hein, quand tu dis « Où est Brigitte Trogneux ?» Le type qui dit « Mais alors, où est Brigitte Trogneux ?» sur un ton un peu agressif, alors qu'en fait, il comprend pas que tu lui as juste appris qu'il savait pas où était Brigitte Trogneux, alors que il y a 2 jours, il savait où elle était, il en était très bien, tu sais, c'est la différence, c'est le mot de Desproges sur le psychotique et le névrosé, tu vois, le psychotique qui pense que 2 et 2 font 5, il en est ravi, alors que le névrosé, il sait que 2 et 2 font 4 et ça le rend malade. Il n'y a pas à se rendre malade. Voilà, c'est juste que t'as compris, je t'ai apporté une information. Et l'information que je t'ai apportée, c'est oui. Maintenant, la question, c'est où est Brigitte ? Voilà, on était sur où est Jean-Michel, et vraisemblablement, la vraie question était où est Brigitte. Donc ça rebondit. Et c'est en ça que je te dis que ce dossier est intéressant scénaristiquement, puisqu'il apporte aussi des rebondissements de façon inattendue et pas forcément maîtrisée. Alors un dernier mot peut-être, Xavier, sur le sujet trans. Dans une émission à laquelle tu as participé dernièrement, tu as évoqué les précédents en matière de renseignement, de diplomatie justement, et des trans, et leur utilité, enfin leurs habiletés psychologiques. Et tu évoquais le cas du Chevalier d'Éon, qui est un travesti célèbre du XVIIIe siècle, qui a été ça a été exploité par Jacques Laurent sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent. C'est dans des romans quai de gare, en costume, etc. Mais justement, c'est l'analogie, tu la pousses jusqu'à quel point avec la situation, avec notre sujet actuel qui nous occupe. C'est-à-dire... je la pousse pas forcément, j'observe des choses bizarres. Si tu veux, on te raconte l'histoire d'une professeure de l'enseignement catholique, mère de famille, qui a 3 enfants. Bon, tu passes le truc à la reconnaissance faciale, bon déjà t'obtiens autre chose, puis tu creuses dans la vie de cette autre chose, tu découvres en 63 à Alger. Attends, qu'est-ce qui s'est passé en 63 à Alger ? T'es à 1 an après la décolonisation. À ce moment-là, Alger est la Mecque de la révolution mondiale, puisque ensuite ça va changer, ça va plus se recentrer sur un islamisme plus assumé, mais à ce moment-là, c'est vraiment la Mecque de
de la Révolution mondiale, on y croise le Tché, d'ailleurs on croise Alger à cette époque dans l'affaire Duhamel, puisque les Duhamel, Pizier, etc. Vont y faire... Kouchner, pas Duhamel en l'occurrence, plus Kouchner, Pizier, ils vont avant d'aller à Cuba voir Castro, c'est-à-dire qu'on est dans un tourisme, ce qu'on appelle aussi le tourisme révolutionnaire. Oui, la famille Tuyau de Poil aussi. Qu'est-ce que ce personnage, ce qu'on appelait l'époque des pieds rouges. C'est-à-dire que c'était des communistes qui venaient aider. Alors les Algériens venaient de se débarrasser de nous, mais alors il y avait des blancs communistes qui s'imaginaient qu'ils allaient aider quand même les Algériens à construire le pays qu'on leur avait laissé construit, qu'ils n'ont pas vraiment maintenu construit, quoi qu'on puisse, voilà, de façon évidente. Donc, d'ailleurs, les Algériens auraient pu nous être utiles dans ce dossier. Malheureusement, il semble que les Algériens, puisque effectivement, si l'individu est en 63 à Alger, et que visiblement les Algériens tiennent la France, je veux dire, ça sert à rien de gueuler que les OQTF sont pas exécutés. Si tu te dis, pourquoi Macron n'exécute pas les OQTF avec l'Algérie ? Il y a un truc, lequel ? Donc nous, on arrive, on est sur Jean-Michel Trogneux, au début, on sait pas trop qu'il puisse y avoir un lien. Puis on creuse et on localise l'individu en 63 à Alger, et ensuite on découvre que les autorités algériennes nous disent oui, on refait une aile de l'université d'Alger, parce que Brigitte Macron y a fait ses études. Or, il n'y a jamais Brigitte Macron dans les biographies à Alger. Donc en fait, ils ont donné une information, ou en tout cas, on fait savoir qu'eux avaient une information. Donc là, on est sur quelque chose de très étrange. Donc voilà, tu vois, et là, les Algériens, vraiment, je le dis gentiment, mais vraiment, pour une fois, les Algériens auraient pu être utiles. Donc on a attendu, et ils ne sont jamais venus, comme dirait l'autre, et effectivement, j'aurais bien aimé que ça puisse se débloquer en venant de l'Algérie, mais ils préfèrent faire chanter ce pauvre Emmanuel Macron, visiblement. Donc tant pis pour eux, et puis nous, on creuse effectivement aussi d'autres pistes, puisque l'individu est localisé à d'autres endroits et à d'autres époques. Merci Xavier, c'est sur cette attente et ce qui va être comblé par du travail. On va continuer de travailler, que nous allons peut-être nous quitter. Merci chers auditeurs, c'était Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous procurer le dernier numéro de Faits et Documents, vous abonner évidemment et également participer au financement associatif de RFM. Alors c'est faitsdocuments.com et retrouvez Faits et Documents à la librairie Vincent au 115 avenue de la Bourdonnais, c'est au métro École militaire. Exactement. Merci Xavier. Merci à toi.